stresses pas? C'est vrai? Ben non, allez. T'es dans les énergies aussi un peu. Oui. Passons-nous nos énergies. Pour cette interview. Go. Ça va mieux? Allez. On peut y aller? Bon, parce qu'on va en parler, que tu Oui. fais des massages énergétiques Oui, exactement. en pleine nature. Tu vas voir, moi je vais te parler de tout. Je vous présente Camille. Camille, c'est une participante à la nouvelle télé-réalité Ex on the Beach. Ex on the Beach qui est diffusée sur MTV et sur Paramount+. Le pitch, il est simple. Vous êtes 4 nanas, 4 mecs, vous partez faire la fête ensemble, dater ensemble, etc. Vous pensez que vous allez peut-être pouvoir sociabiliser intimement entre vous, sauf que il y a vos ex qui débarquent. Catastrophe. C'est terrible. Oui. C'est- Pas pour tout le monde. Ça dépend les profils. Ah bah tu me diras dans quelques instants, Camille, si pour toi c'était terrible que ton ex débarque dans Ex on the Beach. Camille, tu as 30 ans, tu viens de Marseille, tu es modèle photo, lingerie et nu. Comment tu décrirais ton activité? Alors, mon activité, la première, en tant que modèle, tu Oui. parles je fais de la photo, lingerie et nu depuis que j'ai 18 ans. Ouais. Je poste une partie sur les réseaux sociaux et aussi j'ai des plateformes où on voit les photos sans censure. Donc tu parles des plateformes telles que Mime ou OnlyFans. Exactement. Ok. Comment tu commences à 18 ans le modeling? Tout simplement par une proposition d'une photographe. Au tout début, c'était des photos habillées. J'avais envie d'avoir confiance en moi, de voir ce que je pouvais dégager. Et du coup, on a fait toute une session photo qui était en extérieur, complètement habillée, en plein hiver. Et j'ai bien aimé poser, me trouver plus jolie que je pouvais me trouver à la base. Et puis après, l'engrenage. Et je suis passée du coup dans la partie photo boudoir, lingerie, parce que tout simplement, c'est un univers qui me parle plus. Je suis pas une grande modeuse. Faire des photos habillées, ça me fait pas vibrer. J'adore le corps plus spécialement de la femme, et je trouve qu'il y a des photos qui sont sympas à faire. Tu te préfères nue en photo qu'habillée? Totalement. Pourquoi? Mais comme je disais, je trouve que le corps de la femme, c'est magnifique à voir. Il y a plein de décors. Je pense notamment à une de mes premières sessions photo que j'ai fait. C'était dans un esprit très jungle. Il y avait des gouttes qui perlaient sur le corps. Enfin, c'était incroyablement beau. Et je suis très fière de cette séance photo. C'est juste quelque chose qui me parle plus, donc je peux totalement comprendre qu'il y ait des gens pour qui ça peut paraître choquant ou même hyper superficiel de se prendre en photo. Moi j'aime bien. En tout cas, du côté modèle, parce que je ne saurais pas faire du côté photographe. Pourquoi la plupart du temps, la nudité, les femmes, souvent plus que les hommes d'ailleurs, qui posent en photo, ça dérange, c'est tabou, c'est gênant? Alors, je pense que c'est d'assumer le fait de se sexualiser, parce que évidemment, ça suscite des réactions. Et notamment du côté des hommes. Voilà, ils peuvent éprouver du désir. Et certaines personnes, ils voient pas quel est l'intérêt à ce qu'on aime se sexualiser. Moi, j'ai bien conscience que voilà, j'ai un profil sexuel, sensuel. Et oui, ça défraie la chronique. Pourquoi faire? Dans quel objectif? C'est hyper superficiel pour certains. Donc après, on n'est pas que ça, mais on nous met des étiquettes. Comment t'en arrives, en tant que Camille, femme que t'es devenue, à avoir un contenu sexuel, sensuel, érotique? Je pense que c'est parce que je me suis bridée pendant de longues années. Moi, j'ai eu une éducation hyper rigide, si je peux dire. Même si mes parents étaient très à l'écoute, etc. Je ne veux pas du tout les shamer, mais la sexualité, ce n'est pas un sujet qu'on abordait dans mon foyer. Je me suis posé beaucoup de questions, notamment sur le fait que je suis bisexuelle. Et du coup, ça se retrouve dans tout ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, et notamment la photo. Pour moi, c'est un art, et donc ça permet de m'exprimer, comme aussi les tatouages. Oui, on va en parler aussi. Tu parlais pas sexualité dans ta famille? Non, pas du tout. Oh, hyper tabou.
dans ma famille. Mais pourquoi c'était si tabou? Ma mère m'a dit le regretter à l'heure actuelle, qu'on aurait pu plus en parler. Et moi, je le ferai, si un jour j'ai des enfants, je le ferai avec mes enfants, sans pour autant que ce soit guinguette partie à la maison. Mais je trouve que c'est important de ne pas se sentir honteuse d'avoir du désir, de découvrir sa sexualité. Moi, je l'ai fait très tardivement, par exemple, ma première fois. À quel âge? À 18 ans. Donc, pour certains, ça va pas choquer, ils vont dire que c'est pas tard, mais moi, tout le monde l'avait fait dans mon entourage. Hein. J'étais la dernière de mes copines. Et pour autant, ça m'intriguait. Mais voilà, c'était considéré comme quelque chose de mal de parler de sexe ou même de l'exprimer, par exemple, sur les réseaux sociaux. Ça aussi, par exemple, quand j'ai commencé à avoir des plateformes et tout, même si ça s'est fait sur le tard, en tant qu'adulte, mes parents l'ont très mal pris quand je leur ai dit. Comment ils l'ont pris? Je pense comme des parents. Je peux totalement comprendre qu'on ne le souhaite pas à sa fille d'avoir un mime, mais pour autant, c'est une décision que j'ai prise adulte. J'avais 26 ans. Moi, ma vie, elle n'est pas figée. Ça n'aura pas d'impact professionnellement ni dans mes relations. Ça n'en a jamais eu d'ailleurs. Si ce n'est que je suis quelqu'un de plus ouvert d'esprit et je pense très bienveillante justement avec la sexualité de chacun. Et ça ne veut pas dire non plus que je fais n'importe quoi, juste, ouais, j'aime me montrer, que ce soit sur les réseaux, dans la vie. Pour moi, un corps, c'est un corps. Et voilà, c'est vrai que je n'ai pas de tabou sur ça. Mais oui, parce que tu te montrais donc nue, c'est ce que je comprends aujourd'hui maintenant que tu es face à moi, depuis l'âge de 18 ans. Tu as commencé à te dénuder en photo depuis l'âge de 18 ans au travers des différents shootings que tu peux... Petit à petit, au tout début c'était de la lingerie, mais après, crescendo, oui, c'est du nu. Maintenant, à l'heure actuelle, c'est du nu. Et il y a 4 ans, tu découvres donc les plateformes intimes qui vendent des contenus privés, tels que Mime ou OnlyFans, peut-être qu'il y en a d'autres, et tu décides de monétiser ces photos. Mais il n'y a pas que des photos sur ces plateformes-là. Non, il y a des vidéos aussi, et puis surtout une interaction avec notre follower. Et c'est ça le plus important, c'est-à-dire que Instagram, on voit comme une vitrine, un catalogue, mais la personne, elle est figée, on ne la connaît pas véritablement, et alors que sur les plateformes, on peut discuter. Donc, il y a un sentiment de proximité. Voilà. Parce que j'ai analysé ton compte Instagram, et pas ton compte Mime, et pas ton compte OnlyFans, mais sur Instagram, c'est vrai que tu postes énormément ton postérieur. Ouais. On voit presque plus ton cul que ta tête. Mais je pense que tu as raison, Sam, mais c'est ce qui est plus vendeur à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux. J'aimerais te dire ma tête fait autant de likes que mon cul, mais non. Non, mes fesses plaisent plus apparemment, donc voilà, je sais le mettre en avant et je le bosse suffisamment pour le cacher. Ah bah j'ai vu ça. Quand est-ce que tu as compris que ton cul générait plus de likes que ta tête? Non, c'est parce que quand je fais des photos nues, on ne met pas la tête spécialement en avant, c'est le corps, la silhouette, qu'importe la silhouette. Et donc, c'est tout. Mes fesses font partie de mes courbes. Mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être une autre partie de mon corps. Et je te cache pas que je me suis dit, au vu de ce que tu montres déjà sur ton compte Instagram, qu'est-ce que tu postes sur Mime et sur OnlyFans? C'est du non censuré. C'est quasi le même type de contenu que tu vois, mais en non censuré, parce que Instagram... Les règles sont de plus en plus rigides sur Instagram. Il y a quelques années, on avait droit même de mettre les tétons. Maintenant, à l'heure actuelle, la publication se fait sauter. Oui, donc là, c'est ce genre de contenu qu'on retrouve. Mais pourtant, tu postes des contenus quand même qui sont poussés, qui sont très osés sur Instagram. On voit beaucoup déjà. Ouais, c'est vrai. Et la plateforme accepte. Oui. Tu as déjà des contenus qui ont été supprimés? Ah oui, bien sûr. J'ai eu plein de comptes Instagram. Plein de comptes. J'ai été bannie plein de fois, mais ça fait partie du jeu. J'ai mon compte Instagram qui me sert à communiquer avec ma famille, mes amis, qui est beaucoup plus lisse, qui est un Instagram dit assez lambda, et l'autre qui sert à montrer du coup mes photos en tant que modèle et puis ma vie un peu plus sulfureuse.
Et quelles sont tes limites sur les plateformes intimes? Euh, Elles sont à découvrir. Ça, c'est du teasing. C'est pas du teasing, c'est que je te spoilerai du coup ma situation. Mais j'ai déjà fait du contenu avec un partenaire, qui est mon partenaire actuel. T'es en couple. Je suis en couple à l'heure actuelle. Ah, donc ça veut dire que tu fais du contenu pornographique sur la plateforme. Voilà, c'est catégorisé de cette manière-là. Mais je ne le ferai pas via avec une production ou des collaborations, comme disent dans le milieu, par exemple, Oui. comme Adé Laurent qui fait des partenariats avec d'autres gens. Je trouve le thème partenariat d'ailleurs pas du tout adéquat. Pourquoi? Parce que donc oui, les plateformes, faut pas être naïf, il y a un côté marketing, mais pour moi, c'est des rapports quand même qui restent intimes et humains. Et du coup, ça rend le truc beaucoup trop professionnel. Alors que moi, ça représente quand même ma vie, mon intimité. Je coucherai pas avec quelqu'un pour des followers. Donc tu couches sur les plateformes intimes uniquement avec ton mec. Donc, Exactement. et lui aussi, on le voit Oui. dessus. Oui. Et est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui que tu fais du porno? Ou est-ce que tu ne le dis pas? Est-ce que vous l'avouez pas? Oh si, j'ai pas de honte à dire ça. Si on regarde la définition du porno, c'est du porno où on se filme dans des échanges intimes, donc ça on est. Est-ce qu'on est en train d'assister à une industrialisation de la vidéo pornographique dans notre Oui. société en 2025? Oui, je pense qu'on enlève les barrières de son intimité, donc c'est plus ou moins réel pour certains. Bah, comme je te disais, il y en a qui font des collabs, etc. Et là, c'est pour moi du professionnel. Mais c'est vrai que les plateformes comme OnlyFans, Mime, voilà, ça rend la chose hyper accessible et ça peut être dangereux pour plein de filles et garçons. Tu fais de la prévention également? Oui, j'en ai fait beaucoup. Parce que bah, j'ai aussi eu des déboires, hein, des fans, des internautes qui vont beaucoup trop loin, qui cherchent à connaître du coup où je peux habiter, à essayer de contacter des membres de ma famille qui sont au courant. Donc, C'est une blague? Et donc il y a beaucoup de filles par exemple qui pensent pouvoir se mettre sur des plateformes de manière anonyme où on ne verrait pas leur tête et de communiquer à visage caché. Sauf que Internet, c'est pas si petit, les gens sont hyper malins et on finit toujours par retrouver ce qui se cache derrière un compte. Donc, quand on s'inscrit, il faut être hyper conscient que tout reste sur Internet et qu'on nous pose aussi des étiquettes. Moi-même, j'en suis la première victime des étiquettes parce que j'ai mime et surtout maintenant parce que j'ai fait de la télé-réalité. Je sais que dans l'esprit de plein de gens, je resterai quelqu'un qui fait n'importe quoi de sa vie, qui est sulfureuse, qui se donne à beaucoup de gens et tout. Et c'est pas véritablement moi. Donc oui, j'ai pas de pudeur avec mon corps. Mais je suis pas capable de coucher avec n'importe qui. La preuve en est, c'est que dans l'émission, j'ai eu aucun rapport intime ni préliminaire. Et j'aurais pu, mais j'ai pas ressenti suffisamment de désir pour passer le cap. Et tant qu'en fait, je pense qu'on a chacun notre perception des valeurs, de nos limites. Et tant qu'on fait du mal à personne, c'est malvenu de juger. Je juge pas les autres, même ceux qui couchent dès le premier soir instantanément, etc. Ou qui passent d'une personne à l'autre. Donc, je n'aime pas qu'on le fasse pour moi. C'est ton métier à plein temps, tu dirais, aujourd'hui? Non, pas du tout. J'ai une vie qui est remplie de paradoxes, comme ma sexualité, comme ce que je dégage à l'écran, je pense. La semaine, je fais des massages énergétiques. Donc, je suis masseuse. Ok. Et, en pleine nature? Oui. Et du coup, je suis modèle photo aussi. Et le week-end, avec Soso, on travaille en boîte de nuit. Ok. Avec Soso. Donc Sophia, qui est une autre participante d'Ex on the Beach. Exactement. Ok. Mais est-ce que ça veut dire que les plateformes intimes te rémunèrent pas assez pour que tu aies un autre travail ou rien à voir? Ah non, je pourrais vivre que de ça. Je pense que juste que c'est quelque chose d'éphémère. Je pourrais totalement arrêter du jour au lendemain, sauf que là, ça dure depuis quelques années. Je le faisais bien avant la télé-réalité, même quand je gagnais pas beaucoup d'argent, parce que c'est moi, j'aime me montrer, j'aime donner accès à plus de contenu
Et je pense que je resterai encore quelques temps, mais pas toute la vie. Mais quand tu dis je pourrais vivre que de ça veut dire quoi? Ça veut dire ça représente un salaire de cadre, un salaire de cadre sup, plus que ça? Ça représente les faibles mois à un SMIC. Et oui, un salaire de cadre les mois où ça marche bien, en sachant que je ne suis pas quelqu'un qui a énormément de notoriété sur les plateformes non plus. Donc d'autres personnes tendent à gagner énormément et très rapidement selon leurs followers. En fait, plus tu as des followers sur les réseaux, plus tu vas gagner sur les plateformes. Ça marche ainsi. Oui, C'est pas trop corrélé par rapport au contenu que l'on vend. C'est plus tes followers qui vont déterminer ton gagne-pain. Et tu me parlais de l'éducation rigide que tu as reçue de la part de tes parents. Concrètement, comment ils le prennent aujourd'hui que leur fille soit une actrice de ce type de contenu? Alors, ça a été hyper problématique. Bien que j'ai eu une démarche très pédagogique avec mes parents, je leur ai expliqué que c'est pas parce qu'on est dans une ère où tout bouge, où tout se sexualise, etc., que tout le monde est comme ça serait faux. Je vais pas me cacher derrière ça. C'est juste que moi, je suis comme ça. Moi, je suis quelqu'un, la sexualité m'intéresse beaucoup. Je suis hyper curieuse et en fait, je me sentais pas moi-même pendant des années. Je pense que tout a commencé déjà quand j'ai subi du harcèlement scolaire plus jeune, où j'ai eu du mal à me faire accepter par les autres. Et ça s'est retranscrit tout le long de la vie, où du coup, j'ai eu besoin de correspondre à ce que les gens attendaient de moi, à rentrer dans des cadres. Donc, par exemple, j'ai fait un parcours scolaire que mes parents attendaient, j'ai eu les résultats que mes parents attendaient, même mes disciplines sportives, c'était un peu comment eux, ils voyaient une fille, voilà, on va faire de la danse, nanana. C'est pas forcément mon ADN à l'heure actuelle. Oui, tu as voulu coller à leur projection. Voilà, exactement. Mais ce qui n'est pas mal en soi, et tout enfant se construit comme ça, mais c'est vrai que j'ai eu besoin de prendre mon envol, et mon envol, elle s'est fait de manière très, très, très poussée, inattendue. Ils acceptent aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Mais ça a mis des années. Il fallait que je leur montre aussi que je ne me mets pas en danger en me mettant sur des plateformes, en tout cas plus pour le moment. Enfin, ma vie, elle est hyper cloisonnée. Je suis très vigilante. Et puis, ils connaissent mes valeurs. En fait, je pense qu'ils se disaient aussi, mais elle trouvera jamais une ou un chéri pour toute la vie qui est capable d'accepter ça, parce que mes parents, eux, ils ont connu que eux. C'est leur seul partenaire sexuel de toute leur vie. Donc, pour eux, c'est très... C'est des buts uniques. Exactement. Je sais pas, pour ceux qui ont déjà eu ce débat entre amis. Non, mais c'est un vrai sujet. J'en parlais avec des amis il y a pas longtemps. Ouais. Et c'est beau, hein. J'aurais aimé. Mais moi, ça correspond pas à ma vie. Et désolée, déjà, c'est trop tard. Donc, oui, toi, t'es multiple. Voilà. Maintenant, c'est bon. Mon body count... il est là, il est assumé. Mais après, ils me connaissent. Et là, à l'heure actuelle, je suis dans une relation, je suis hyper épanouie. On est tous les deux exclusifs. Ça change rien au fait que je respecte mon partenaire. Il me respecte tout autant. Il me catalogue pas. Et même, tant mieux, j'ai une ouverture d'esprit où moi aussi, j'ai été capable d'entendre certains fantasmes, certaines choses qu'il a fait dans le passé. Et c'est encore plus bienveillant, même si pour certains, ça ne correspond pas à la norme. Et ta bisexualité, elle a été acceptée facilement? Alors, oui, elle a été acceptée facilement, mais je pense que c'est parce que mes parents l'ont senti quand j'étais jeune. Donc tu as toujours été attirée par les hommes que par les femmes? Absolument. Si ce n'est plus par les femmes dans mon adolescence. Et est-ce que ta première fois, tu l'as faite avec un homme ou une femme? Avec une femme. Avec une femme. Là, ça va être... voilà. Pourquoi ça va être Là, quoi? ça va être annoncé, je pense. Voilà, c'était avec une femme. Après, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé avec mes parents parce que je me sentais honteuse à l'époque. Mais par contre, ils l'ont su quand je l'ai fait avec un homme qui a été mon premier copain. Et tu prends plus de plaisir avec une femme ou avec un homme? Les deux, franchement, ça c'est lié plus à l'attraction qu'au genre. Donc ça dépend plus de ton mood à toi en fait? De mon attirance envers la personne et puis de ce que l'on fait pendant l'acte.
Mais le genre ne détermine pas si je vais prendre du plaisir. D'accord, c'est pas parce que c'est un homme ou parce que c'est une femme qu'il y en a. Il y a un des deux genres qui te procure plus de plaisir que l'autre. Ouais. Ok, j'ai bien compris. D'ailleurs, tu t'es rapproché de Lola, il me semble. Exactement. Pendant l'aventure, qu'est-ce qui te plaisait chez Lola? Eh ben, je pense que là où je me suis posé des vraies questions et que quelqu'un m'a fait tourner la tête, c'est Lola. De tous les profils de l'émission, c'est vraiment Lola qui est venue me chambouler. J'ai aimé beaucoup son attrait pour le développement personnel que l'on a en commun. Elle est très dans les énergies comme moi. Elle travaille sur elle. Et je trouve ça beau chez les gens qui arrivent à faire une introspection, à travailler sur eux, à mettre de côté leur ego, parce que c'est ce qui nuit à plein de relations. Donc voilà, c'est ce que j'ai aimé chez Lola. Elle est très profonde, très deep, sans jeu de mots, parce que je ne connais pas sa profondeur, nous n'avons rien fait. Mais puis c'est une jolie femme, franchement. Elle est hyper élégante, tout le temps soignée. Elle renvoie plein de choses. Elle est solaire, elle est énergique, elle est dynamique. Elle a une vie qui ressemble beaucoup à la mienne. On a beaucoup voyagé. On s'est mis dans des situations très inconfortables, mais qui a fait aussi qu'on a évolué et qu'on n'aime pas mal parler des gens. Enfin, ça, on se retrouvait beaucoup. D'ailleurs, on avait des discussions avec mon ex Kevin, qui était toujours dans la compréhension des autres, de pourquoi les autres agissent de telle et telle manière. Parce que... et on évitait les dramas, et Lola, elle est comme ça, elle est anti-drama, et c'est ce que j'aime bien chez elle. Vous vous êtes fait des massages énergétiques? Pas du tout, ça aurait pu. Mais alors, faut que tu m'expliques. Elle aurait été réceptive. Parce que je sais que tu en fais, donc des massages énergétiques en pleine nature, ça consiste en quoi, Camille? Alors, si on devait faire un parallèle pour que ça te parle plus, on pourrait le rapprocher à de la médecine chinoise, parce que dans les cultures asiatiques, avant même d'aller voir des grands spécialistes, etc., on se fait masser parce qu'ils ont compris qu'on a plein de points de tension. À savoir, par exemple, dans les mains, tu vas pouvoir toucher des gens très contrôlants ou qui ont une frustration, une colère en eux. Des gens aussi qui ont des tocs liés, par exemple, les tocs organisationnels. Je te sens un peu comme ça, toi. Toi, à mon avis, tu dois être quelqu'un de très contrôlant, très... tout doit aller vite, et puis tu dois avoir un regard sur tout, etc. Mais ça crée de l'anxiété, de la charge mentale. Mais ça, c'est dans les mains. Et j'ai des tocs aussi. Ouais. Ah, j'en ai beaucoup. Quel genre? Alors déjà, j'ai des tocs d'anxiété, d'anticipation. Ouais. Mais ça, au quotidien, c'est dur à vivre. Et quand ça explose, ton énergie, tu la déportes sur les autres. Et ça vient au moment où, justement, où tu as un trop-plein. Donc, ouais, pour revenir à ça, les mains... Et donc, tu peux savoir dans les mains les problèmes d'une personne? Bien sûr. Après, lorsque je fais des séances, j'en parle avec la personne à peu près pendant 20 à 30 minutes. On parle de tout et rien. Là, comme ça met en exergue le problème. Mais des fois, les personnes n'identifient pas ce qu'ils ont, ils viennent et c'est dans une démarche de développement personnel. Et tu arrives à connaître, donc à voir les tensions peut-être avec le corps, les mains? Oui, exactement. En fait, on a plein de points de tension dans le corps. Les épaules, ça va être des gens qui ont trop de responsabilités, trop de charge mentale. Le cou, c'est lié à l'estime de soi. Par exemple, on dit souvent que quand on se sent pas bien, honteux, on baisse la tête. Donc là, on va pouvoir travailler sur plein de points de tension à la naissance du cou. Le ventre, c'est l'anxiété. Les gens qui ont du mal à prendre la parole en public, la charge mentale. C'est pour ça qu'on fait des ulcères aussi dans le ventre. Donc tout est lié. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'il y a une dimension psychologique, mais attention, ça ne remplacera jamais le suivi d'experts, de vrais psychologues, de thérapie. Ça ne remplace pas, ça vient renforcer, je pense, et il y a une partie plaisir, bien-être à ça. Camille, tes massages énergétiques, tu les fais en pleine nature. Regarde, il y a un arbre à ta droite, il y a un palmier derrière toi. Si je viens à côté de toi, tu me scannes? Faudrait que je parle avec toi plus longuement, parce que là, en fait, je vais t'appuyer sur des points de tension, mais ça va rester superficiel. Et ensuite, ça se fait soit en maillot de bain, soit avec des protèges. Bah oui. Tu vois, là encore, il y a une partie nudité, bien que je ne veux pas rentrer dans l'intimité. Des protèges quoi? Tu sais, quand tu te fais masser, tu as un protège-slip, tout simplement.
Parce que dans le bas du dos, il y a beaucoup de points de tension. D'accord. Donc il faut que les personnes soient nues. Non, pas nues. C'est comme un institut, exactement comme un institut. Puis ensuite, j'ai un drap qui vient recouvrir les parties pour pas que la personne se sente mal à l'aise, évidemment. Et ça se fait en pleine nature pour sentir la connexion, libérer les énergies. C'est hyper intéressant. Je trouve ça passionnant, moi, ton activité. Et en plus, le lieu, il est juste incroyable. Là où je fais, c'est où je vis à l'heure actuelle. Et c'est le plus bel endroit de Marseille. C'est pieds dans l'eau, les calanques, la nature, les montagnes au-dessus. Enfin, c'est incroyable. Et tu as une autre passion, c'est le tatouage. Oui, enfin, une passion, c'est un bien grand mot. C'est juste que j'aime ça, que j'ai conscience qu'on n'est pas éternel sur Terre. Et donc, tant qu'à faire, je fais des tatouages. Et toi, c'est tout l'arrière qui est tatoué. Hein. Oui, mais là, je vais faire les jambes aussi prochainement. Ok, et tu as des tatouages jusqu'aux fesses. Oui. Les 2 bras et de ma nuque jusqu'aux fesses. Tu tatoues quoi? Dans le dos, c'est de l'ornemental. Là, c'est une manchette japonaise. Là, pareil, c'est de l'ornemental. Là, il y a le mot muse, donc, qui est un mot qui... par exemple, mon statut de masseuse, il s'appelle muse massage. C'est le fait aussi d'être lié à la photo. Enfin, il y a plein de connotations liées à ça. Aussi mes passions. Je suis passionnée de céramique, poterie, peinture. Donc voilà, ça regroupe beaucoup de choses qui m'animent. Et là, c'est plein de flashs que j'ai fait en voyage. Quasi un flash pour chaque pays que j'ai fait. C'est quoi un flash? Un flash, c'est une pièce de tatouage fait par un artiste et qui ne te donne pas le choix. En fait, tu arrives dans le shop et tu dis j'ai envie de faire ça, ça, ça. C'est des choses de manière que tu fais de manière assez instantanée. Eh ben, vaut mieux pas le regretter après. Non, j'en regrette aucun. Et en termes d'amour, alors quand on te demande de décrire l'amour en un seul mot, tu dis peur. Oui, peur, parce que je pense que je savais aimer. On m'a toujours appris à aimer, toujours lié à mon éducation sur des bases religieuses. Hein. Mes parents ne sont pas hyper pratiquants, mais eux-mêmes ont eu une éducation religieuse et on se les transcrit comme ça, retranscrit comme ça. Et du coup, je savais aimer, mais je ne savais pas être aimée, je ne savais pas définir mes limites. Donc, par exemple, j'ai eu des relations où je suis tombée dans la dépendance affective ou alors où je ne savais pas donner mes limites. Donc, c'est vrai que pour moi, ça voulait... c'était synonyme de sacrifice que de me mettre dans une relation. J'allais me perdre moi-même, j'allais arrêter des passions, le côté Camille sulfureuse qui profite de la vie, pétillante et tout, il allait s'éteindre. Mais à l'heure actuelle, je sais que non, parce qu'à l'heure actuelle, je suis dans une relation où justement, je sais que c'est ça quelque chose de sain, je sais me respecter, je sais identifier maintenant les red flags. Mais qu'est-ce que c'est, Camille, de ne pas savoir être aimé? Parce que moi, je sais ce que c'est de ne pas savoir aimer, parce que ça nous concerne nous. Mais ne pas savoir être aimé, ça ne dépend pas de nous. Ou est-ce que tu penses au contraire que ça dépend de nous? Oui, je pense qu'on doit se fixer des limites de ce qu'on juge acceptable ou pas. Et moi, je les repoussais dans mes relations. J'ai accepté de la violence physique, mentale. J'ai accepté beaucoup de dénigrement. Comment on accepte de la violence physique, mentale? Parce qu'on se dit toujours que ça sera la dernière fois et que l'autre prendra conscience de ce qu'il a fait. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, c'est à nous de partir. Et ça, je ne savais pas le faire parce que j'avais le pardon trop facile. Et je pense toujours que, vu que moi-même, je suis capable d'introspection et de changer, et ben que les autres en face de moi sont capables de changer aussi. Tu pardonnais les coups? Ouais, je trouvais des excuses à ça. Je trouvais des excuses. Alors qu'il n'y en avait pas? Ouais, mais par exemple, je me disais, voilà, il a eu un passé compliqué. Donc son passé justifie cet excès de violence? Voilà, exactement. Et il me promet qu'il va travailler sur lui, donc je l'entends. Et aussi, pour moi, quand quelqu'un dit quelque chose, il va le faire. Alors que pas forcément, il faut attendre les preuves. C'est pas parce que... Ça, j'ai appris à me dire, c'est pas parce que moi, je fonctionne comme ça que je dis ce que je fais et que je fais ce que je dis que les autres fonctionnent de cette manière-là. Bien sûr, et ça, on a tendance à l'oublier. Dans un de tes TikTok, tu as écrit concernant Ex on the Beach, t'hésites entre continuer avec le nouveau ou ton ex, avec qui au moins tu n'auras pas de surprise. J'imagine que le nouveau, c'était Daniel? Non, je pense que je faisais plus référence à Lola.
Ah, Lola. Ouais. Ok, d'accord. Parce Mais qu'il il date ce TikTok. Hein. il y a eu Daniel aussi. Tu as essayé de draguer Daniel. Oui, au tout début. Mais ça s'est vite écourté parce qu'on n'avait aucune discussion et puis que j'ai besoin d'être stimulée autrement. Je parle de manière cérébrale. Il te stimulait pas, Daniel? Non, pas du tout. Il est très gentil, Daniel, mais voilà, c'est le Marseillais nonchalant par excellence, quoi. À part dire tranquille, tranquille, et qui veut boire du jus à la prod, il se passait pas grand-chose, quoi. Et quand tu dis, donc t'hésites entre continuer avec le nouveau ou ton ex avec qui au moins tu n'auras pas de surprise, est-ce que ça signifie que tu penses que tu ne trouveras pas mieux? Je pense que voilà, j'étais encore dans ça. Je pense que je pensais que je ne méritais pas grand-chose et puis au moins je savais, j'étais fixée. Voilà, moi, la relation en fait avec Kevin, avec mon ex de l'aventure, il n'y avait pas de surprise. Elle était certes platonique, mais au moins je savais ses valeurs, on avait les mêmes, on ne trompe pas, on est carré, c'était pas palpitant. Et voilà, j'ai signé pour ça, j'ai terminé l'aventure avec Kevin. Mais ce qui a fait que ça s'est très vite essoufflé après le programme, parce que pas de passion, comme on peut le voir à l'écran d'ailleurs. Hein. On nous disait qu'on était tout droit sorti d'un EHPAD, et c'est réel, quoi. Ouais. Parlons du profil de cet ex, justement. Elle ressemblait à quoi, votre relation? Comment elle s'est finie? Alors, quand on s'est connus avec Kevin, on s'est connus sur Tinder à Paris, quand on vivait tous les deux à Paris. Mais il y a de ça plusieurs années. Au tout début, ça a commencé de manière très passionnelle. On a direct voyagé. J'ai rencontré très vite, voire trop vite, du coup, sa famille, son entourage aussi. Moi, j'ai eu plus de mal à lui montrer ma vraie vie, à me livrer, parce que ça allait trop vite. Tu cachais des pans de ta vie? Non, je cachais pas du tout. Ah. Mais par exemple, je lui ai présenté très peu d'amis et ma famille, pas du tout. Ma famille, il faut au moins 1 an de relation, qu'on ait vécu des choses dures, qu'on se soit vu dans des moments plus vulnérables, etc. J'aurais pas été capable de lui présenter mon père ou ma mère immédiatement sans que la relation soit plus solide. Et j'ai eu raison, hein, parce que sinon, tous les 4 mois, j'aurais appelé mes parents avec le nom d'un nouvel ex. Et non, c'est pas possible. Et ça s'était fini pourquoi avec Kevin? Et bien justement parce que après ces vacances-là, la belle vie, la Dolce Vita, etc., on est rentré un peu plus dans nos quotidiens à Paris. Et là, ça l'a pas fait parce qu'on avait tous les deux un travail très, très prenant. Je pense que, pareil, j'étais dans ce dévouement. Je faisais beaucoup d'efforts pour lui. Et lui, il était carriériste. Et c'est tout à son honneur. Et je pense que je le suis aussi. Mais j'essayais de combiner les deux. Et en fait, je commençais encore à m'oublier. Il a vu les signes précurseurs de ça, d'un début de dépendance affective et tout. Et donc, on a communiqué, on a arrêté. Et puis aussi, je pense que sexuellement, j'étais pas hyper épanouie. Pour quelle raison? Comment ne pas le vexer? Comment Camille ne va pas vexer Kevin? Non. Alors, c'est son intimité à lui et je n'expliquerai pas plus que ça parce que ça le regarde. Mais voilà, il a une sexualité dit vanilla sex. Alors, ça te parle? Ah non, j'avais jamais entendu. Vanilla sex? Ouais. Vanilla, pour moi, c'est les serviettes hygiéniques. Eh ben non, ça signifie doux, très sensuel. C'est à l'opposé, par exemple, du BDSM. Ah bah, moi qui ai vu ton compte Instagram, je vois ce que tu veux dire. Et donc... Ah oui, t'as besoin que ce soit... Ouais. Et là, c'était... Voilà. Ok. Et donc, je pense qu'un couple, ça a des hauts, des bas, on ne se désire pas toujours. On aura des périodes où, voilà, il y aura des périodes de néant dans la vie. Enfin, je suis lucide sur ça. Si on veut que le couple y perdure, pas de souci. Mais moi, ça se mettait d'ores et déjà à 3 mois de relation. Donc, non. Et est-ce qu'il était jaloux de ton passé, Kevin?
Alors j'ai vu sur les réseaux sociaux, etc., un mot qui revenait souvent pour décrire Kevin comme pervers narcissique parce il arrive dans l'émission et en fait il me fait des réflexions sur les mecs que j'ai embrassés alors que ça faisait 3 ans qu'on devait plus se rendre de compte. Ou sur ton concours de t-shirt mouillé que tu as gagné. Exactement. Je trouve le terme très fort et ayant connu une relation toxique, justement, je ne me permettrais pas de le définir comme quelqu'un de pervers narcissique. Après, voilà, on ne se correspondait pas. On n'a pas les mêmes mœurs. Pour moi, je peux tout à fait respecter quelqu'un et je peux tout à fait aussi entendre que lui, il se sent bousculé et qu'on est très différents. Donc, pas de souci. Et c'est pour ça qu'aussi, à l'heure actuelle, nous ne sommes plus ensemble. Mais c'est vrai c'est quelqu'un de contrôlant. Et je pense qu'il faudra qu'il travaille sur ça dans ses futures relations parce que pour se sentir soi-même, on ne doit pas demander à l'autre personne de faire ci, faire ça, porter tel truc, etc. Je pense que ça, c'est un début de toxicité, même si ça ne le définit pas, c'est pas quelqu'un de pervers narcissique. Mais porter tel truc, c'est-à-dire porter ou pas porter? Ça, par contre, il m'a pas fait de réflexion dans l'émission, mais c'est vrai que dans nos 3 mois passés, par exemple, j'avais pas le droit de mettre des stories en bikini sur Instagram. C'était quelque chose qui le dérangeait et il ne comprenait pas. Lui, il se disait... Pardon, je bégaye. Il se disait direct que c'est pour... Allumer. Voilà, que je suis une allumeuse. Alors que moi, je la poste, je pense toujours... Ouais, j'ai envie de montrer, je me sens un peu belle aujourd'hui, j'ai envie de le montrer. Ça passe... Je vais pas rentrer dans le jeu des mecs qui vont me dire viens, on se voit, oh, t'es trop belle. C'est surtout que si t'es à la piscine ou à la mer, pourquoi tu te posterais pas en photo en bikini, quoi? Exactement, il y a des limites déjà, mais voilà, c'est pour te montrer que lui, il est contrôlant, comme le fait qu'il avait beaucoup regardé mes followers, tu vois, pour voir quel mec je suivais. Ah ouais! Il était moins peuré des femmes, alors que je suis bisexuelle, mais des mecs, ouais. Donc peut-être moins, c'est peut-être pas peur, peut-être moins de jalousie, peut-être, envers une femme. Parce que ça ne le mettait pas en compétition directe avec son côté masculin. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Il avait besoin d'instaurer une forme de masculinité et de pouvoir lié à ça. Il est très old school, Kev. Contrairement à moi, j'ai pas ce profil-là. Donc, tout simplement, ça fonctionne pas. Ça fonctionnera certainement avec quelqu'un d'autre qui pensera comme lui. Mais moi, je ne supporte pas qu'on veuille me contrôler ou dicter mes actions ou même mes manières de penser. C'est pas possible. Ophélia, je crois que tu t'es pas très bien entendue avec elle. Alors, ça a été court dans le programme. À un moment donné, le terme disputé, il est fort, mais elle m'a blessée, on va dire. Est-ce que c'est parce que tu l'entendais dire qu'elle estimait être la plus belle du casting de l'émission, la plus fraîche des filles? C'est vrai, je sais pas comment t'as entendu ça, Sam, mais c'est vrai qu'elle l'a dit plusieurs fois, notamment quand on s'est découvert avec Ophélia, elle a dit waouh, je suis déçue de voir les femmes, je suis la plus belle. Et moi, ça m'a choqué, ça. J'aimerais bien avoir autant d'estime pour moi, autant de confiance en moi, mais ok, cool, tu t'aimes, mais pas besoin tu trouves que ça dénigre rabaisser les gens. Les autres femmes? Ouais, et en plus, c'était pas du tout dans ce mood de casting où on se sauçait tous, on est tous très différents, on a des profils tellement... les casteurs, là, ils ont fait un job de fou parce le casting est riche. On a le plus sportif, le plus tranquille, la sulfureuse, la drama queen, on correspond tous à des étiquettes, faut pas être naïf, on sait pourquoi on nous a castés. Après, on est bien plus que ça, mais de base, voilà, on nous casse pour aussi des images. Et j'étais déçue que Ophélia, elle m'a critiquée physiquement et mentalement. Elle a dit quoi? Elle a dit que j'étais moche et qu'elle pensait que j'étais bête. Ah. Donc... C'est dur. C'est dur. Après, voilà, mais pourquoi elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Mais je pense parce que, justement, je suis arrivée comme le profil de la sulfureuse du programme. Et donc, bimbo, ça rime pas trop avec un télo dans le genre de télé-réalité. Et c'est aussi normal, on ne veut pas montrer ça à l'écran. Les journées sont courtes. Il y a beaucoup de choses à dire sur les relations. Donc, on va pas montrer...
les discussions de comptoir ou sur la banquette que l'on a un peu plus profondes. Tu penses qu'elle te voyait comme de la concurrence? Oh non, je pense pas. Je pense qu'Ophélia n'avait pas de concurrence parce qu'elle n'a pas eu d'histoire vraiment intéressante sur le plan sentimental avec des gens dans le programme. Donc non, je pense pas du tout qu'elle me voyait comme une concurrente. Je pense qu'elle avait un préjugé, un stéréotype et qu'elle l'a exprimé de manière beaucoup trop véhémente. Et elle est plus jeune que moi et je lui pardonne et c'est normal d'avoir des étiquettes. Et j'en ai eu aussi, par exemple, quand j'ai vu Cédric arriver dans le programme, il correspondait au mec de la salle qui a le culte du corps, qui a que ça en tête. Mais par contre, j'ai su me dire, je me ferai mon propre avis et j'ai eu raison de ne pas poser des mots trop durs sur la personne parce qu'au final, c'est quelqu'un qui est hyper intéressant, qui a autre chose à dire ou parler que la salle. Ophélia, elle te dit que t'es bête ou que t'es écervelée? Oui, écervelée. Écervelée. Elle me dit écervelée et que je suis moche. Voilà. Et toi, pour le coup, qu'est-ce que tu penses d'Ophélia? Non, moi je pense pas qu'elle soit bête et pas qu'elle soit moche du tout. Au contraire, elle est bourrée de charme, elle est aussi modèle dans la vie. Juste, on n'a pas du tout le même profil. Je peux entendre que je lui plaise pas de souci. Mais voilà, je pense qu'en grandissant, elle fera plus attention à sa manière de parler, qu'elle peut se rendre compte que ça blesse des gens. Pas qu'elle met... ça n'a pas de répercussions dans ma vie actuelle et j'y pense même plus. La preuve en est, c'est que j'avais oublié qu'on s'était disputé à cause de ça. Tu penses que c'était méchant ou maladroit? Non, je pense qu'il y avait une petite part de méchanceté, si je peux me permettre, parce que elle est venue me le dire de but en blanc, alors que c'était même pas le sujet de la discussion, et que quand c'est maladroit, ça nous échappe, et que là, elle est venue frontalement me dire ça. Donc, je pense qu'il y avait une petite part de méchanceté pour me faire réagir, pour voir ce que j'allais dire. Mais je lui en tiens pas rigueur, et ça définit pas une personne, et c'est pas grave. Franchement, pour moi, c'est un peu des disputes de cours d'école. Et sur le moment, ça m'a blessée parce que je me suis dit, moi, je suis pas capable de faire ça à quelqu'un. Je suis pas capable de prendre mes jambes et de lui dire, mais t'es laid et en plus, tu parais bête. Et t'es bête. Non, c'est inutile. C'est faire du mal à quelqu'un, on se le garde pour soi. Et les critiques de la voix off, ça va? Tu les as pas trop mal prises? Non, c'est hyper drôle. Pour le moment, en tout cas, c'est hyper drôle. C'est vrai que ça apporte pas mal de peps. Ouais, je pense qu'il fallait. Et puis, ça donne aussi un autre regard parce qu'en fait, quand on voit une situation, on ne voit pas tout. Ça permet de revenir dans le passé, d'apporter des bribes d'informations sur le comportement des gens. Camille, merci pour cette entrevue, cet entretien merci en toute à toi, intimité. Sam. Ça s'est bien passé? Oui. Tu vois, t'étais stressée. Ouais. C'est toi qui avais besoin d'un petit massage énergétique? Oui. Hein, au départ. Au final, tout va bien? C'est bon, maintenant je suis descendue. Ah bah ouais, là je te vois hyper détendue. C'est ton nom de famille, Terror? Non, du tout. C'est un pseudonyme. Ah ok, d'accord. Pourquoi Terror? Parce que j'ai pas envie de mettre mon nom de famille sur les réseaux sociaux. Pareil, pour protéger ma famille, bien qu'ils sachent tout. Voilà, c'est un jeu de mots compliqué à expliquer, mais voilà, je suis une terreur. Et le jeu de mots est un peu plus compliqué avec un Terror 404, parce que Error 404, une ref un peu geek. Ok, j'ai compris. Pourquoi tu games? Avant. Tu joues à quoi? Maintenant. Oh non, maintenant rien du tout. Rien du tout, j'ai pas de console. Ok, tu joues à mime. Voilà, je joue d'une autre manière. On peut te retrouver en tout cas sur tes réseaux sociaux traditionnels. Oui. Ton compte Instagram, c'est Camille-Terror. Et ton compte TikTok, c'est Camille-Terror aussi. Partout. Partout, voilà, Camille Terror. Merci Camille. Merci Sam. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très prochainement avec un nouveau participant à cette émission que vous retrouvez sur MTV et Paramount+. Ex on the Beach. Bye bye.